Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la une de ce journal. Retour en détail sur la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, consacrée entre autres à l'examen du projet de loi portant découpage judiciaire, en plus d'un exposé présenté par le médiateur de la République. La wilaya d'El Oued a enregistré ces dernières années une importante production céréalière. L'exemple depuis Benguicha, une région à la terre fertile propice à cette production. Reportage dans cette édition sur le projet tant attendu, à savoir la pénétrante entre Lyon et Elma au port de Djenjenata et Radijel. Un projet qui permettra la circulation des citoyens et booster l'économie dans la région. Et à l'international, après l'attaque de sa maison, Sultana Kaya a été aussi victime d'une tentative d'assassinat. À elle seule, la militante renseigne sur la dégradation des droits de l'homme au Sahara occidental. Bienvenue à vous tous. Et tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé hier un message de condoléances au président de la transition au Mali, Assimi Goïta, suite au décès de l'ancien président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Un message dans lequel le président de la République a exprimé sa profonde affliction à la suite du décès d'Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président de la République du Mali. Pays frère, a écrit le président Tebboune, tout en partageant la peine en cette douloureuse épreuve. Tebboune a écrit « Je vous présente au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, à travers vous, à la famille du défunt, mes sincères condoléances, et vous témoigne ma profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis, et d'alléger les peines de la famille du défunt et de lui prêter patience et réconfort, a ajouté le président de la République. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de loi portant découpage judiciaire. Cette réunion a été consacrée également à des exposés relatifs au secteur de l'intérieur, de l'agriculture, des travaux publics, du travail de l'emploi, de la sécurité sociale et de l'habitat. En plus d'un exposé présenté par le médiateur de la République devant le Conseil sur les projets d'investissement en suspens. Retour sur cette réunion du Conseil du gouvernement avec détail avec Yeni Saïd Belrasm. Dans l'exposé qu'il a présenté lors du Conseil des ministres, le médiateur de la République est revenu sur la situation des projets d'investissement en suspens dans divers domaines, annonçant la levée d'obstacles sur 679 projets d'investissement sur un total de 877 projets, en leur délivrant des autorisations d'exploitation et d'entrée en production. Et afin de mettre en exergue l'efficacité de la levée d'obstacles administratifs, il est question de mener une opération de recensement devant inclure avec précision et en toute transparence à chaque réunion du Conseil des ministres la localisation, la nature des projets, les types d'obstacles et le nombre des postes réellement créés. Il s'agit également d'inclure dans l'exposé du médiateur de la République la valeur financière en monnaie nationale et en devise des projets d'investissement, objets de déblocage. Le projet de loi relatif au découpage judiciaire abordé lors de ce Conseil des ministres prend en compte la dimension géographique entre toutes les régions du pays afin d'éviter aux citoyens des déplacements, notamment dans les zones reculées et lointaines dans l'extrême sud du pays. Il est par ailleurs question prévu de créer dans chaque wilaya un conseil exécutif en vue d'assurer une coordination de haut niveau entre les ministères et les autorités locales. Le wali sera chargé de la coordination, étant le premier responsable de la wilaya. Concernant la campagne, la bourse-maille et la plantation d'arbres résistants, le Conseil des ministres a décidé d'augmenter le prix d'achat du blé tendre et dur auprès des agriculteurs afin de les encourager à doubler la production afin de réaliser la sécurité alimentaire. Le blé dur de 4 500 dinars à 6 000 dinars, le blé tendre de 3 500 dinars à 5 000 dinars, l'orge de 2 500 dinars à 3 400 dinars, l'avoine de 1 800 dinars à 3 400 dinars. Concernant le projet de la route port Djenjen-El-Ulma, une nouvelle expertise devra être élaborée sur instruction du chef de l'État. Pour ce qui est de la disposition en rapport avec l'exercice du droit syndical, il est prévu d'entamer un large débat autour de cette question afin de retourner aux bases de l'action syndicale appliquée à l'international et s'éloigner définitivement du lien organique entre les syndicats et les partis.
Enfin, le Conseil des ministres a abordé différents projets de développement, à savoir la nouvelle ville de Bougazoul, l'accélération des travaux de réalisation des 2 stades de football de Baraki et de Douera et leur évaluation financière. Nous nous intéressons dans ce midi à la céréaliculture, un secteur marqué par l'introduction de nouvelles techniques qui sont à même de doubler la production. L'expérience est menée par des agriculteurs dans la wilaya de l'Oued, très exactement dans la commune de El Guesha. Raouf Hamouche nous en dit plus. Nous sommes dans la région de Ben Guesha, dans la wilaya d'El Oued. Ici, la terre est fertile. D'où cette profusion d'exploitations agricoles dédiées à la céréaliculture. Cette année, la saison moisson-battage s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. Dieu merci, grâce aux nouvelles techniques utilisées dans l'opération de moisson-battage en coordination avec les services de l'ONAP de la wilaya de Beskala, nous avons un produit de qualité. وراهم جو وقاموا بالواجب تاعهم هذوك الحق بارك الله فيهم راهم جابوا الماتريال تاعهم وجابوا لنا الحصاده نتوقع السنه ان شاء الله المنتوج يكون خير من العام. Cette saison, nous tablons sur une production record encore meilleure que celle de l'année précédente. الماشينه كاينه كلش كاين. La céréaliculture est une filière hautement stratégique que les pouvoirs publics doivent absolument soutenir. Aujourd'hui, nous sommes ici pour accompagner et soutenir les agriculteurs de la région qui opèrent dans cette filière hautement stratégique. La wilaya d'El Oued a connu ces dernières années une avancée notable dans la production céréalière. La campagne moisson-battage en cours depuis quelques jours augure déjà une production record. Développement toujours et cette fois-ci dans le secteur des travaux publics. Longue de 110 km, la pénétrante El Madjidjel, le projet tant attendu, permettra de relier l'autoroute Est-Ouest au port de Djendjen dans la commune de Taher, toujours à Djidjel. Ce projet qui a démarré depuis la commune d'El Alma à Sétif accuse un grand retard dans les délais de livraison. Une fois achevée, cette pénétrante va faciliter la circulation et des citoyens, mais également des conteneurs, histoire de booster l'économie dans la région. Reportage Wassila Bouchareb, commentaire Melika Bellal. Les travaux de réalisation de la pénétrante autoroutière l'Ulma Djendjen sur un linéaire de 110 km accusent un véritable retard dans la cadence de réalisation. Nous mettons 3 heures pour aller de l'Ulma à Djidjel afin d'acheminer notre marchandise. J'aimerais bien qu'ils accélèrent la cadence des travaux pour bénéficier de cette autoroute. C'est un projet attendu par tous les citoyens et surtout les commerçants. Les porte-conteneurs sont obligés de passer 10 heures sur la route pour acheminer leurs marchandises vers le port de Djendjen. La pénétrante l'Ulma Djendjen, un projet lancé en 2014 et qui a été à l'arrêt à maintes reprises en raison de problèmes techniques, financiers et administratifs. Ce projet renforcera à coup sûr le plan de relance économique du pays. Cette pénétrante permettra d'acheminer plus rapidement les marchandises et facilitera le déplacement des automobilistes. Elle permettra également le désenclavement de plusieurs régions isolées et aidera à créer des projets d'investissement. Le projet en question accuse un retard dépassant de loin les délais de réception fixés dans le contrat, et cela malgré le budget conséquent dégagé par les pouvoirs publics. Relier le port de Djendjen à l'autoroute Est-Ouest permettra déjà de redynamiser l'activité économique au niveau du port de Djendjen et de la wilaya de Djidjel en général. Et cela va aider également à l'émergence d'autres projets au profit de l'économie locale. Cette voie rapide de 110 km traversera 3 wilayas de l'est du pays, à savoir Djidjel sur un tronçon de 45 km, Mila sur un tronçon de 15 km et Sétif sur un linéaire de 50 km. Et assurer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés est devenu la priorité des pouvoirs publics. Exemple aujourd'hui à Boumerdès où plus de 2400 jeunes ont décroché leur contrat à durée indéterminée, leur fameux CDI. Reportage Insaf Boukhelfa et commentaire de Amélie Sialitir. Après plusieurs années de recherche infructueuse, ces jeunes diplômés ont enfin vu le bout du tunnel. Grâce aux différents dispositifs d'emploi, ils ont décroché des contrats de pré-emploi
Aujourd'hui, grâce à leur persévérance, ils sont recrutés. بعد التخرج حاولت نبحث عن منصب عمل ولكن ما اتاحتليش الفرصة. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai cherché un emploi, mais en vain. Par la suite, j'ai décidé de m'inscrire dans une agence d'emploi et après une année, ils m'ont appelé pour un contrat de pré-emploi. Je viens de signer mon CDI dans le poste d'administrateur. تخرجت 2017 ماستر مالية وبنوك. J'ai obtenu mon Master 2 dans le domaine des finances et banques en 2017 et après 6 mois, je me suis inscrit à l'ANEM pour trouver un emploi. J'ai tout de suite décroché un contrat de pré-emploi et en janvier 2022, j'ai signé mon CDI. Début 2019, j'ai pu obtenir cet emploi grâce à l'ANEM. Aujourd'hui, j'ai bénéficié de l'insertion professionnelle au niveau de la direction de la formation professionnelle. Cela fait 4 ans que j'ai bénéficié d'un contrat de pré-emploi. On m'a renouvelé le contrat une fois et cette année, j'ai signé mon CDI. La direction de l'emploi de la wilaya de Boumerdès s'emploie à accompagner et à orienter les jeunes diplômés pour assurer leur insertion professionnelle. Ces opérations d'insertion professionnelle se poursuivent. L'une des priorités de la direction de l'emploi, c'est l'insertion du plus grand nombre de jeunes dans le secteur économique en 2022. Jusqu'à aujourd'hui, 2600 jeunes ont bénéficié de l'insertion professionnelle, dont 2484 dans le secteur administratif et 116 dans le secteur économique. Le souci majeur de tous les jeunes diplômés reste l'insertion professionnelle avec un emploi stable et durable. C'est d'ailleurs la priorité du gouvernement. Et coopération à présent et dans le cadre de sa visite de travail au Caire et en sa qualité d'envoyé spécial, plutôt d'envoyé personnel du président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamra, a eu des concertations avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, sur la situation dans la région arabe et les défis actuels. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtala Mamra, a tenu également une séance de travail avec son homologue égyptien Sameh Choukri, durant laquelle les entretiens ont porté sur les relations fraternelles et de coopération liant les deux pays et peuples frères, ainsi que le développement de la situation sur la scène arabe et africaine, notamment la situation en Libye. Santé à présent et retour au pays, et vous l'aurez certainement remarqué et constaté, le nombre de personnes contaminées à la Covid-19 autour de vous ne fait qu'augmenter. Et avec 573 nouveaux cas testés positifs et 343 guérisons, et 8 décès malheureusement enregistrés ces dernières 24 heures. Le ministère de la Santé réitère son appel à la vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique et sociale, tout en insistant sur le respect du port du masque et la vaccination qui est vivement recommandée. À l'international, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a visité hier plusieurs infrastructures et établissements sahraouis où il a reçu des informations exhaustives sur les différents aspects de vie des réfugiés sahraouis, notamment éducatifs et humanitaires. Au deuxième jour de sa visite au camp des réfugiés sahraouis, de Mistura s'est rendu dans la matinée au siège de la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme, où il a été reçu par son président Abaka Salek El-Hussein. Ce dernier lui a présenté un exposé exhaustif sur la situation des droits de l'homme dans les villes sahraouies occupées ainsi que les souffrances des civils et des militants sahraouis dans les territoires occupés. Par ailleurs, Staffan de Mistura a été reçu en soirée par le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali. Le président sahraoui a réaffirmé lors des entretiens avec l'envoyé onusien la position du Front Polisario en faveur d'une solution juste et équitable, en mesure de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et à la pleine indépendance, comme inscrit dans les résolutions et accords onusiens et africains signés par le Front Polisario et le Maroc en 1991.
Sultana Khaya est toujours la cible de l'occupant marocain. Après l'attaque de sa maison, elle a été aussi victime d'une tentative d'assassinat. À elle seule, la militante renseigne sur la dégradation des droits de l'homme au Sahara occidental. Yamina Saïdji. Assignée à résidence depuis novembre 2020, Sultana Khaya évoque ses souffrances quotidiennes depuis son retour d'Espagne à Boujdour. La militante infatigable des droits de l'homme et farouche opposante à la politique du fait accompli suivie par le Maroc dans les territoires sahraouis occupés a fait part de quelques séquences de son vécu sombre, fait de brutalité, de terreur, de torture et d'intimidation quotidienne de la part des forces de sécurité marocaines, dans l'indifférence la plus totale de l'ONU et des ONG de défense des droits de l'homme, maintes fois sollicitées vainement pour intervenir et mettre fin à sa souffrance et celle de son peuple opprimé. Faisant l'objet de menaces, d'emprisonnement, d'arrestations, de fouilles et d'interrogatoires multiples, Sultana Khaya raconte que les forces de sécurité marocaines ont eu recours le long de son assignation à résidence surveillée à toute forme de violence et de terreur qui existait pour la tétaniser, elle et sa famille, à l'image des descentes nocturnes et à l'aube de son domicile familial à Boujdour. La pire violence qu'elle ait endurée est son viol devant sa mère. Elle a indiqué qu'outre la torture et les violences physiques et psychologiques qu'elle a subies, elle a fait l'objet de tentatives de liquidation physique de la part de la police marocaine. L'icône de la côte sahraoui a appelé enfin tous les peuples du monde épris de liberté et de paix à intervenir pour protéger le peuple sahraoui qui souffre sous le joug de l'occupation marocaine. Et pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19, vaccination obligatoire pour les adultes début février en Autriche sous peine d'une forte amende. Tous les non-vaccinés vont recevoir une convocation en vue de l'administration d'une première injection et ceux qui ne se présenteront pas recevront une amende après des relances. La loi prévoit jusqu'à 4 amendes par individu. La police va être habilitée à effectuer des vérifications sur la voie publique. Le tsunami provoqué par la puissante éruption d'un volcan sous-marin dans l'océan Pacifique Sud a causé des dégâts importants dans les îles Tonga où les communications restaient coupées lundi et tué 2 personnes au Pérou. L'éruption de Sandy a été si puissante qu'elle a été étendue jusqu'en Alaska, déclenchant un tsunami dans le Pacifique qui a inondé des côtes du Japon et aux États-Unis. Le tsunami a eu un impact important sur le littoral nord de Nuku'alofa, la capitale de Tonga, avec des bateaux et de gros rochers rejetés sur le rivage. Hiver polaire en Amérique du Nord. Regardez ces images de la capitale des États-Unis, Washington, sous la neige, alors qu'une tempête hivernale majeure frappe l'est des États-Unis et du Canada avec son lot de neige et de glace, provoquant des coupures de courant concernant au moins 235 000 personnes. Retour en Algérie, très exactement à Constantine, pour parler énergie nouvelle. Et à Constantine, je le disais, des cours théoriques et pratiques sont dispensés depuis quelques mois au profit de stagiaires venus de plusieurs horizons. Il s'agit notamment de maîtriser le montage, mais aussi la maintenance des installations photovoltaïques. Alors Hamouche nous en dit plus.
Alternative économique et écologique, les énergies renouvelables constituent plus que jamais un enjeu important dans le processus de la transition énergétique en Algérie. À Constantine, des journées de formation ayant pour thème le panneau photovoltaïque sont dispensées au profit de stagiaires relevant de différents secteurs d'activité. Le photovoltaïque est une énergie propre et renouvelable et peut être obtenue grâce à un panneau photovoltaïque. Comprendre le principe de fonctionnement de l'énergie solaire photovoltaïque, savoir l'installer et l'entretenir, des notions dont profitent ces stagiaires à travers une formation complète avec des cours théoriques et pratiques. Nous expliquons aux stagiaires le fonctionnement du panneau photovoltaïque, le nombre de batteries nécessaires à leur fonctionnement ainsi que la capacité du transformateur et le régulateur qui doit être choisi. Nous enseignons également tout ce qui est éclairage public avec système classique ou système all-in-one. La formation est axée également sur le principe du pompage solaire. Solaire ou le pompe DC. Ingénieur en électronique. La formation. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique. La formation que je suis me sera d'un grand apport dans mon métier. ونتمناو ان شاء الله نكونوا في الميدان هذا. كمهندس معماري وكمقاول. Je suis entrepreneur et architecte. Cette formation sur les panneaux photovoltaïques est très intéressante car elle aura un impact positif sur mon travail. La transition énergétique est bel et bien lancée en Algérie. De nombreuses entreprises en ont fait leur fer de lance. Un secteur prometteur qui vise à la préservation de l'environnement et la rationalisation des ressources énergétiques. Et après Constantine, nous vous emmenons à présent à Intemouchent pour vous parler d'un exemple de réussite. Elle s'appelle Ahlem Ben Aïssa. Ahlem, de la série de rêves que porte son prénom, elle en a réalisé un, celui de créer sa propre pépinière. Grâce à son amour pour le monde vert des plantes, des années de travail et grâce également à l'aide de l'Agence nationale de gestion de micro-entreprises en GEM. Enis Eid Belkacem nous dresse le portrait. Ce petit paradis végétal est le fruit d'une décennie de dur labeur auquel s'est livrée Ahlem. Une femme rurale de la commune de Ain Tolba qui s'est lancée à partir d'un petit potager pour créer cette pépinière. Ici, on en trouve toutes sortes de conifères de qualité, ce qui lui a valu la réputation de la fée des plantes. Dans mon jardin, on trouve toutes sortes d'arbustes, de plantes et même des arbres fruitiers. J'ai des plantes d'intérieur, mais surtout des plantes médicinales destinées à soigner l'anémie, la prostate, les maladies des os. Cette plante que vous voyez ici est appelée le moringa. Elle est connue pour ses multiples vertus. Souvent, je viens m'approvisionner chez Madame Ahlem, car chez elle, je trouve des plantes que je ne trouve plus chez nous à Tlemcen. Un travail qui a été valorisé et soutenu par les autorités concernées à travers l'aide et l'accompagnement de ce projet. L'accompagnement et le soutien de ce genre de projet se fait avant et après. D'ailleurs, notre agence enregistre un taux de 62% de projets qui sont initiés par des femmes rurales. L'Agence nationale des microcrédits octroie des microcrédits à chaque porteur de projet. Comme beaucoup de femmes rurales, Ahlem a su relever le défi en créant sa propre affaire, un projet qui a permis de générer des emplois au profit d'un bon nombre de femmes. Il est toujours le maître d'une pépinière. Il avait dit il faut goûter à la défaite pour réussir une nouvelle fois. Hier, la défaite était amère pour le 11 national. Un échec qui vient d'abord arrêter la série de 35 matchs sans défaite. Et le coach national Jabel Belbadi a exprimé lors de la conférence de presse qui s'est tenue juste après le match hier soir à Douala, au Cameroun, à travers laquelle une conférence, il a exprimé sa peine après ce résultat hier soir face à la Guinée équatoriale avec un but à 0. Cependant, Belmadi reste optimiste et prépare le prochain match face à la Côte d'Ivoire le jeudi 20 janvier. Saïd Fellek. C'est avec ces applaudissements des journalistes algériens présents ici à Douala que Jamel Belmadi a débuté son point de presse après cette défaite concédée face à la Guinée équatoriale. Un coach national très marqué par ce revers inattendu, mais soutenu par toute une corporation. Il n'y a pas toujours des raisons rationnelles à tout, notamment dans le football. On peut, comme vous dites, dominer outrageusement
des matchs et puis ressortir avec 0 point, 0 but. Donc on pourrait palabrer, expliquer des heures, détails de cette rencontre. Mais si on voulait dire ça, on n'a pas le temps évidemment pour ça. Le ballon ne veut pas rentrer au fond. Les situations, on les crée. Je dirais presque par dizaines, si je ne m'abuse. Aucune ne veut rentrer au fond. Les Verts ont perdu une bataille, mais assurément pas la guerre. Certes, dernier de leur groupe E après 2 matchs disputés, ils ont toutefois leur destin entre les pieds. Il suffit de battre la Côte d'Ivoire ce jeudi pour continuer à rêver. Moi, je crois. Moi, tant que je ne suis pas mort, hein, c'est évidemment une image. Tant que je suis pas mort, il y a de l'espoir. Maintenant, il y a autre chose. Maintenant, il y a une qualification à aller chercher. Jamais s'avouer vaincu. Jamais abandonner. La mobilisation de tout le monde est nécessaire pour oublier ces 2 échecs et repartir de plus belle. On a tout fait, on a tout donné. Et il y a des moments difficiles comme ça. Et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On gagne, on fait des bons matchs. On est comme une famille. Et maintenant, ça arrive à un moment difficile. On s'est conscient. Et Inch'Allah, on va continuer à travailler. Et le prochain match, on va tout donner. Inch'Allah, on va se qualifier. La série d'invincibilité des Verts s'arrête donc à 35 matchs. Un nouveau record africain pour des Verts qui nous ont apporté tant de bonheur durant ces 3 dernières années. Et c'est le cas de le dire, Saïd Fellek. Il faut dire que l'impossible n'est pas algérien. Rendez-vous le 20 janvier face à la Côte d'Ivoire pour ce match décisif. Voilà qui se termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec notre lueur de soleil, Friel Chir, pour les nouvelles du ciel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur Canal Algérie. Prochain rendez-vous avec l'information ce soir. Et ça sera avec Sabrina Rouabah pour le 19h. Restons vigilants. Bel appétit si vous êtes à table. Au revoir.